Super. Ok. Donc là, j'ai juste l'impression que vous allez être dans l'état de la slide de Nicolas, du mec qui dort, parce que je passe après 2 premiers pitchs, donc j'ai juste la position la plus inconfortable. Mais en même temps, j'ai appris des trucs. Je crois que ce soir, je vais essayer de parler à ma fille de 2 ans comme tu viens de me l'apprendre. Il est temps que tu ranges ta chambre maintenant. Je pense que ça n'aura aucun effet, mais au moins, ça me permet de m'entraîner. En fait, je vous vois tous là, et ça me rappelle moi, il y a 3 ans. En fait, j'étais à votre place, et j'entendais tout ce que vous vous êtes pris dans la tronche, là. Donc, plein d'explications de Nicolas hyper intéressantes, plein d'explications orales sur ce que nous a présenté Roch. Et puis, en fait, j'y étais allé avec 3 collègues à ce genre de présentation, et moi, j'étais entre la tétanie et l'envie de le faire, donc je me disais, allez, il faut que j'y aille, mais ça me paraît tellement impossible. Et à côté, j'avais un collègue qui me disait, ouais, enfin, c'est évident, tout le monde peut le faire, ça, il n'y a pas de problème. Et puis mon 3e collègue était parti, depuis 45 minutes, en cours. Et du coup, je me dis que tout ça, tout ce que vous vivez là, c'est quelque chose que moi, je ressens particulièrement, parce que je l'ai vécu. Je m'appelle Raphaël. J'ai travaillé pendant 10 ans dans une grande organisation comparable à la vôtre qui s'appelle Thales. J'étais ingénieur télécom. J'ai fait de la production, du déploiement et aussi un peu de vente. Et les 2 dernières années de ma vie chez Thales, j'ai essayé aussi de faire de l'intrapreneuriat. Donc démarrer des projets où on n'avait pas demandé mon avis et où personne ne m'avait dit de le faire. Et en fait, j'ai commencé ça en faisant 4 ou 5 qui ont tous lamentablement échoué. Ils étaient à la fois business ou internes, peu importe. Et du coup, j'ai commencé à aller vouloir en parler à d'autres à l'intérieur de mon organisation pour comprendre pourquoi moi j'avais échoué. Et j'entendais des histoires extraordinaires qui se passaient à la machine à café, de gens qui avaient des superbes expériences à me raconter ou des super projets qu'ils faisaient à côté et qui étaient géniaux. J'ai donc décidé de monter 2 autres projets intrapreneuriaux. Le premier, c'est les Talks. Donc, ça ressemble à un TED, sauf que c'est adapté pour n'importe quel collaborateur. On le forme un petit peu à faire du public speaking et il peut raconter une expérience hyper inspirante qu'il a vécue. Et une autre qui s'appelle le Make It Up, où c'est un peu comme votre Digital Mission. En fait, on embarque pendant 2 jours des salariés qui ont envie de lancer un projet ou qui ont envie de participer à l'aventure. On leur donne du coaching et à la fin, qu'ils ont monté leur projet avec quelques outils entrepreneuriaux, ils pitchent devant des managers et des directeurs internes qui leur donnent du temps financé pour continuer. Tout ça, ça m'a tellement inspiré et tellement donné envie que j'ai franchi le cap de l'intrapreneur à l'entrepreneur et j'ai ouvert ma société fin de l'été dernier pour faire ce genre de prestations. Donc aujourd'hui, j'ai accompagné à peu près 5 ou 6 entreprises depuis fin de l'été. On a accompagné à peu près 80 speakers pour les talks. On a accompagné 450 porteurs de projets, à peu près, un peu plus de 450 porteurs de projets pour les Make It Up. Et donc, c'est à peu près 90 projets qu'on a accompagnés. Et nous, ce qu'on pense fondamentalement à Creatrox, c'est que le trésor des entreprises, c'est les gens qui la composent, c'est vous. Et vous, à l'ère de l'open innovation où les grandes entreprises s'allient à des startups, en fait, on pense que vous avez vraiment une pierre à l'édifice à apporter parce que vous pouvez créer vous-même des propres startups en interne. Et là, j'ai envie de vous raconter un petit peu ce que Nicolas vous a présenté à travers l'expérience des gens que j'ai accompagnés. Je vais commencer par Sabrina. Sabrina, elle s'est dit à un moment dans son travail que l'égalité homme-femme, et alors c'était pas prévu journée de la femme, hein, c'est vraiment le cas, l'égalité homme-femme était un vrai sujet. Et donc elle a décidé de s'y intéresser beaucoup plus. Elle a même fait une thèse sur le sujet, mais elle s'est dit qu'elle ne s'arrêterait pas à une thèse que malheureusement personne ne lit. Et donc quand elle est revenue dans son entreprise, elle a décidé d'écrire quelques mails à des gens qu'elle aimait bien dans la boîte, où elle donnait quelques conseils par rapport à ce qu'elle avait appris, quelques tips et des conseils de lecture qui l'avaient inspirée. Elle est passée de 10 mails à 20 mails, puis 30 mails, puis les gens diffusaient ces mails alors qu'elle ne demandait rien du tout. Et en 3 mois, elle est passée à une newsletter de 200 mails. Et quand elle oubliait une semaine de la lancer, elle recevait 20 mails de gens qui disaient « Elle est où ma newsletter ?» Et en fait, elle était hyper convaincue. À votre avis, quel était le métier de Sabrina? Est-ce que vous avez une idée? Elle était assistante. J'ai énormément de respect pour cette profession, mais la plupart du temps, quand on dit assistante, on ne pense pas qu'on est capable de faire tout ça. Et en fait, je voulais vous dire par son expérience qu'en France, on a tendance à croire qu'on est défini par notre diplôme ou notre parcours passé, et que ça nous cloisonne dans un domaine. Et quand on entend Nicolas nous raconter tout ça, on peut penser « Ouais, je vois très bien ce qu'il veut dire, l'émotion, Obama, l'alarme, c'est un peu abusé quand même. Moi, c'est pas mon truc. » Et en fait,
on n'a pas de truc, on a ce qu'on a envie d'être. Et c'est ce qu'elle a, elle, démontré par sa force de conviction. Donc la première chose, c'est d'être convaincu par le message que vous portez, et peu importe votre job dans la boîte, si vous êtes convaincu, ça va le faire passer. Alors évidemment, ça ne suffit pas d'être convaincu. Derrière, vous voyez Alizé. En fait, Alizé, on l'a accompagné pour nos talks, et nos talks, c'est 3 séances de 1h30, on prépare, et le jour J, ils viennent et on filme. La première session, elle s'est retrouvée avec 3 personnes qui avaient l'habitude de faire des speeches en public et qui avaient un certain niveau dans la société. Donc elle a écouté leurs 3 speeches, on leur faisait leur feedback, on était très contents de ce qu'ils avaient fait. Et Alizé, on lui dit maintenant c'est à toi. Elle nous regarde et fait « Ok, bah je crois que je vais pas le faire ». Et elle a commencé à se lever en partant. Et du coup, on l'a tout de suite rattrapé, on lui a dit « Non, 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 dis-nous tes idées, donne-nous ton sujet et on va bosser ensemble ». La première répète était dure, la deuxième était meilleure, la troisième était bonne. Arrive le jour J, elle passe, les talks se terminent. Ce qu'il faut savoir dans nos talks, c'est qu'on demande à la fin à l'audience d'écrire sur des post-it ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils voudraient améliorer, et leur nom s'ils ont envie de devenir un speaker. Alizé est celle qui a eu le plus de post-it, de j'aime. C'est la deuxième chose que j'aimerais vous faire passer, et ce que Nicolas a rabâché, mais je vous le donne à travers un exemple, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, 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 même si au départ on n'est pas convaincu, même si on croit que ce qu'on a à dire n'est pas vraiment pertinent comparé à d'autres à côté de nous qui sont hyper passionnés, ben en fait tout ça, ça s'apprend, et tout ça, ça se répète. Alors, c'est bien d'être convaincu, c'est bien de s'entraîner, et on en revient à ce que disait Nicolas, le plus important c'est pourquoi vous êtes convaincu. Je vais vous raconter l'histoire d'Estelle. Estelle, elle est venue à notre premier Make-it-up, où, dans un Make-it-up, le premier jour, le premier soir, les gens pitchent pendant 1 minute pour composer leur équipe. Estelle, elle s'est mise là devant la scène, elle était un peu perdue, elle était commerciale dans sa société, mais elle n'avait jamais parlé d'elle. Et du coup, elle nous raconte qu'elle a un enfant, qui a 3 semaines, cet enfant qui a des difficultés, et une maladie rare en fait, elle a détecté chez lui quelque chose de bizarre un soir, et elle a décidé de l'emmener aux urgences. Elle a attendu 4 heures aux urgences avec son enfant qui souffrait. Jusqu'au bout d'un moment, un médecin interne vient de la voir et lui dit « Je ne connais pas cette maladie, on a besoin d'un spécialiste, il va mettre 2 heures à arriver. » Son enfant a attendu 6 heures en souffrance. Pour que le spécialiste arrive, fasse le diagnostic et dise « C'était -1, votre fils a failli mourir. » Une autre fois, elle a détecté encore un prémisse et elle a appelé un ami à elle, médecin au Canada. Elle l'a mis en visio, il lui a dit « Écoute, c'est compliqué en visio, mais là, de ce que je vois, je pense que c'est une crise, donc apporte-le à tel hôpital et demande tel médecin. » En 30 minutes, son fils était pris en charge. Et donc, le but de son projet, quand elle venait pitcher, c'était de monter quelque chose autour de ça. Sauf que Estelle, elle s'en fichait de la solution. Elle avait une vague idée qu'il fallait faire un truc de visio, peut-être avec des objets connectés pour prendre les premières mesures cardiaques. Peu importe, en fait. Et ça, c'est le 3e message. Ne tombez pas amoureux de votre solution. On s'en fout de votre solution. Ce qu'il faut que vous montriez, c'est à quel point vous êtes engagé, convaincu, et à quel point vous assurez le pourquoi de vous être là et de vous voulez monter un projet. Le pourquoi vous voulez régler ce problème et pourquoi ça compte. Pourquoi Estelle, elle voulait que plus aucun enfant et plus aucun parent ressente ce qu'elle a ressenti. Parce que ce qui va convaincre l'audience, quand vous portez votre projet, c'est vraiment l'implication que vous y mettez, parce qu'on saura que peu importe votre solution, vous continuerez parce que vous avez une mission. Donc, tout ça, c'est très bien pour s'engager, pour vraiment faire passer le message. Vous n'êtes pas tous obligés, et heureusement, d'avoir le cas gravissime d'Estelle, mais il va falloir quand même raconter une histoire. Donc là, il y a 2 entreprises que j'ai accompagnées et 2 équipes. Une équipe qui s'appelait Chat et une autre équipe qui s'appelle iPierre, en noir et blanc, dans 2 sociétés différentes. Elles ont essayé de m'expliquer, quand je les accompagnais pendant le Make-it-up, pendant 1 demi-heure, pourquoi c'était si compliqué et en même temps obligatoire leur solution. Et en fait, je comprenais rien. Jusqu'au moment où il y en a un qui a appelé un collègue à lui qui vivait cette problématique, notamment la problématique de mes clients m'appellent et je suis jamais dispo, alors que quand je chatte avec n'importe qui sur un service internet, j'ai des réponses instantanées. Et en fait, il m'a illustré le cas. Et j'ai dit, bah voilà, bah là, je comprends. Et donc, en fait, sur scène, pendant leur pitch, ils ont joué une scène. Ils ont joué la scène du client qui n'arrive pas à joindre au téléphone et du client qui est hyper satisfait tout de suite après en chat. Évidemment, la solution n'existe pas. Évidemment, la fille derrière son ordinateur n'a absolument pas de chat. Et évidemment, le téléphone n'est pas connecté. Mais on comprend. On comprend très vite parce que c'est très imagé.
Ce que l'autre équipe, iPierre, a décidé de faire, eux, c'était une solution d'unboxing en live des produits que cette société vend. Ils nous l'ont illustré par une vidéo. Et en fait, tout le monde dans l'audience était convaincu par l'histoire qui racontait sur l'illustration du problème. Et le cerveau est beaucoup plus paramétré, comme vous le disiez Nicolas, pour écouter une histoire. Ça sert à rien d'expliquer pendant des heures ce qu'on peut montrer. Et montrer, c'est pas forcément une image. Montrer, ça peut être une scène. Ensuite, et c'est là qu'on quitte un peu le why pour avoir un peu d'assurance, puisque la phrase que vous a citée Nicolas, c'est de quelqu'un qui s'appelle Simon Sinek, et il a écrit un livre qui s'appelle Start with Why. Beaucoup de gens oublient que c'est que start. Si vous faites une présentation entière sur le why, au bout d'un moment, on se fait chier. Au même titre que si vous faites une présentation entière sur le what, très vite, on se fait chier. Donc en fait, il faut faire du why, et quand vous avez embarqué avec ce why, mettre du concret, mettre des faits, expliquer pourquoi vous êtes la bonne personne pour parler de ça. Je vais reprendre l'exemple de Save Us, donc l'équipe de Estelle. Estelle, elle a repitché après le Make It Up quelques semaines après pour trouver des investissements en interne. Sauf qu'en quelques semaines, elle a trouvé le moyen d'avoir un rendez-vous avec le directeur du SMUR, le directeur du SAMU et le directeur d'un grand hôpital parisien. Donc quand elle allait pitcher et qu'elle a raconté ses rencontres, elle avait beaucoup plus de crédibilité. L'autre équipe, à côté, elle s'appelle City Hero. L'objectif de City Hero, qu'on a accompagné dans un Make It Up aussi, c'est quand vous avez un accident de voiture, enfin quand vous êtes renversé dans la rue, il faut s'attendre à ce que les secours arrivent en 15 minutes. Si jamais vous avez une grosse problématique, la plupart du temps, il faut 6 minutes. Les 6 premières minutes sont cruciales, parce que sinon, derrière ça, c'est irréversible. Et en fait, comment ils ont pu indiquer ces temps-là? Parce qu'ils sont tous intéressés, ou ils sont tous sauveteurs en entreprise, ou ils ont tous suivi des cours de la Croix-Rouge, donc ils sont pertinents. Et en fait, quand vous allez appuyer par des faits, par des chiffres, ou par votre histoire, quelque chose, le problème que vous voulez résoudre, en fait, vous intéressez encore plus l'audience. Exemple, quand je vous ai dit que j'ai accompagné X personnes, j'ai assis ma légitimité à vous parler. J'en reviens au fait que je ne parle pas de votre parcours et votre diplôme. Je parle du fait que vous êtes suffisamment intéressé et motivé sur un sujet pour faire comprendre en face de vous que vous ne parlez plus à Creatrox, vous ne parlez plus à Save Us, vous ne parlez plus à City Hero, vous parlez à Estelle, Jean-Yves et Raphaël. Parce que c'est eux qui sont là pour vous convaincre. Alors au bout d'un moment, on en arrive à la solution quand même. Et on présente sa solution dans le pitch. Je ne vais pas en revenir à précisément ce qu'on a comme solution, mais bizarrement, dans ces moments-là, c'est à ce moment-là que vous commencez à paniquer par rapport à la concurrence. Donc vous voyez la concurrence de deux façons. Soit, ah merde, je suis en train d'avancer dans ce projet et je vois en fait qu'il y en a 10, 100, 1000 autres, bah ça sert à rien que j'y aille, vous vous démotivez, vous êtes découragé, vous n'y croyez plus. A contrario, vous vous dites, ah il y a un concurrent, oui mais moi je suis le meilleur. Tout ce qu'ils font eux c'est nul, moi je suis le meilleur. Et l'exemple que j'ai, je vais garder l'exemple de City Hero, ça c'est ma page Facebook. Et en fait, très vite dans le Make It Up, ils ont fait une petite vidéo animée pour expliquer leurs problématiques, et je l'ai postée sur mon réseau pour essayer de leur faire un peu de promotion. Et il y a Oussama Hamar qui leur a répondu avec un autre projet qui est en Israël et qui marche très bien avec de l'attraction. Je ne sais pas si vous connaissez Oussama Hamar dans cette salle, mais en fait, dans l'entrepreneuriat en France et peut-être même en Europe, il y a 3 personnes qu'il faut suivre. Il y a vraiment le top 3, je pense que le premier c'est Niel, le deuxième c'est Oussama Hamar. J'ai pas de troisième, mais ça fait toujours bien de dire top 3. Donc, quand Jean-Yves a vu ça, je lui ai montré ça, moi j'étais hyper content. Je lui ai dit, regarde, il y a Oussama qui a commenté. Jean-Yves connaissait aussi Oussama par vidéo. Il m'a dit, ok, super, bah on arrête alors. J'ai dit, mais pourquoi? Ça, c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. 1, des concurrents, ça valide votre marché. 2, ça vous permet d'établir une map de votre écosystème. Quels sont les acteurs? Mes clients, mes utilisateurs, mais aussi mes concurrents et mes partenaires. Et de dire à quel endroit vous tapez et à quel endroit vous êtes pertinent. Les autres ne sont pas nuls. C'est juste que sur cette partie-là, ma solution est plus adaptée à votre besoin. Intéressez votre audience par rapport à l'écosystème dans lequel vous intervenez, vous serez d'autant plus pertinent que de faire un espèce de cadran de barre avec tous les nuls ils sont là et puis moi je suis là-haut, parce que personne n'y croit en fait. Et du coup, quand on présente sa solution, on a tendance à dire voilà ce que je vais faire, voilà ce qu'il faudrait faire. Et en fait, ça n'a pas vraiment de pertinence. Je vais vous parler de l'équipe Ranger 10, une équipe qu'on a accompagnée.
dont le leader était un Américain, et ça a un sens dans l'histoire parce que je crois qu'ils ont vraiment un sixième sens pour faire des pitchs. Donc il était super. Mais au début, qu'on allait les voir, qu'on travaillait avec eux, ils nous expliquent leur concept. Ouais, on va faire un casque pour les gens qui sont fans de sport extrême, sauf qu'on va super équiper ce casque pour que ce soit génial pour eux. On va mettre une vidéo intégrée, on va mettre du Bluetooth pour ce qui connecte au téléphone, et en même temps on va mettre un casque intégré pour la musique, et on va même mettre des prises pour qu'ils rechargent leur téléphone. Donc une pluie de features. Et on leur dit, ouais, ok, vous avez testé un peu le concept? Et on était à Lyon pour ce Make It Up, et ils ont dit, non, mais on va y aller, hyper confiants. Et grâce aux leaders américains, ils partent tous dans Lyon, et ils voient un spot où il y a des jeunes skaters qui sont là et qui rident un petit peu. Et ils leur présentent leur casque, super enthousiaste. Et puis il y a un des skaters qui les regarde, 12 ans, 13 ans, il lui fait ouais, ok, ouais. Mais il sert à quoi ton casque de bolos? Et l'autre en face lui répond bah, il est juste amazing mon casque, de quoi tu parles? Et l'autre lui fait non mais moi j'en ai rien à foutre de tout ça, et en plus de la musique j'en ai déjà, et puis une caméra, j'ai ma GoPro, je l'accroche sur mon casque, ça va très bien. Et du coup ils discutent avec eux, et ils s'aperçoivent que plusieurs disent non mais moi ce qui me manque vraiment c'est quand je fais un trick et qu'il est cool, j'aimerais tout de suite le partager à mes potes sur Snapchat. Et le problème c'est que je filme, je décharge ma GoPro, je le regarde, je le monte, je le mets sur mon app. Et donc ils sont revenus et ils ont présenté leur casque Ranger 1.0 en disant avec votre casque, avec notre casque vous êtes capable de partager votre expérience instantanément. Ils ont imaginez un casque, ils sont allés chercher un casque à Decathlon et ils ont accroché une GoPro dessus en disant que ça se branchait directement sur le casque. Le casque était relié en Bluetooth à une application qui permettait de swapper oui je garde la vidéo, non je garde la vidéo quand j'avais fait un trick. Et si je dis oui je garde la vidéo, elle diffusait instantanément sur Snapchat. Ils avaient trouvé une expérience utilisateur, ils avaient empathisé, enfin ça se dit pas d'ailleurs mais je l'utilise à chaque fois, ils avaient fait de l'empathie avec leur potentiel utilisateur et surtout au moment du pitch ils avaient une histoire à raconter. Ils savaient dire que non seulement ils avaient commencé à faire quelque chose, et que c'était porteur. Et ça, c'est très important parce que si vous n'êtes pas capable de démontrer quelque chose, les gens ne vous croient pas. Ne faites surtout pas un pitch pour dire « je viens vous demander des choses parce que voilà ce qu'on pourrait faire ». Faites un pitch pour dire « voilà ce que j'ai déjà fait et voilà comment on pourrait faire mieux et plus ». Il y a une autre petite chose qu'on peut ajouter dans son pitch, c'est le fait d'être remarquable. Trouvez quelque chose qui vous fait sortir de l'ordinaire. Il y a une équipe qu'on a accompagnée qui s'appelle Collaborate. Eux, leur objectif dans la boîte, c'était de faciliter les voyages d'affaires dans toute la société en trouvant des prix plus attractifs et en trouvant des lieux sympas à visiter. Et du coup, c'était à Lyon aussi, ils sont allés dans un petit magasin à prendre 2-3 vêtements de voyage, chacun un différent, pour montrer dans leur pitch qu'ils étaient en lien et qu'ils étaient vraiment impliqués là-dedans. Ils ont mis une petite chanson au départ, et ils ont montré leur costume, ils ont dit leur nom d'équipe. Tout le monde s'est souvenu d'eux après. Alors évidemment, c'est pas le genre de pitch qu'il faut faire devant un investisseur ou devant un client, mais ça peut être un pitch de com. Et comme ça, on se souvient très bien d'eux. Et il y a une autre, donc toujours l'équipe, Ranger 1.0, eux, ils ont mis une table au milieu du pitch, ils ont mis leur casque, ils ont mis un drap blanc dessus. Pendant tout le pitch, la table est là et il y a un fucking drap blanc. Tout le monde dans la salle se demandait mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et au moment où il relève le casque, tout le monde voit quelque chose, juste la révélation, là où c'est un casque Decathlon avec une GoPro accrochée au scotch à l'arrache. Mais c'est pas grave, parce qu'ils ont cultivé cette envie de savoir et de découvrir. Donc rendez quelque chose remarquable. Autre sujet, c'est que mine de rien, vous êtes quand même dans votre entreprise. Et dans une entreprise, on doit convaincre non seulement ses clients, mais aussi ses boss et ses managers. Je reprends l'exemple de City Hero. City Hero, ils avaient donc une appli qui permettait de gérer une communauté de sauveteurs pour intervenir sur un accident rapidement s'ils étaient géolocalisés à côté. Sauf que ça ne s'appliquait pas du tout au business de leur boîte. Donc on a cherché avec eux, on a creusé, on s'est dit mais comment on pourrait faire que ça intéresse? Et leur boîte faisait de la sécurisation de données. Donc ils ont axé un point de leur pitch en disant comment ils utilisaient les technos de leur boîte pour sécuriser les données, parce que quand on fait appel à des secours, il vaut mieux s'assurer que c'est pas n'importe quoi comme données qui circulent. Et ils ont réussi à convaincre un tour d'investisseurs pour pouvoir continuer leur projet grâce à ça. Donc il y a quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que quand vous devez convertir ou quand vous devez poursuivre un projet en entreprise, vous devez régler votre problème et vous devez régler le problème de votre investisseur. Trouvez le moyen de faciliter l'engagement de vos managers en interne, de vos directeurs en interne pour continuer votre projet.
Et bien sûr, vous allez échouer. Alors pas tous, hein, mais la plupart du temps, vous allez échouer. Les premières, les deuxièmes, les troisièmes, peut-être les quatrièmes fois. Et si vous êtes résilient, à un moment, vous allez réussir à y arriver. Mais en fait, l'échec, c'est pas grave et c'est grave. Je vous donne l'exemple de Goldfish. Goldfish, c'est une entreprise, c'est un petit projet interne qu'on a accompagné. Son objectif, c'était de faciliter les recherches, parce que je sais pas vous, mais moi je galère, ou en tout cas quand j'étais dans mon monde d'entreprise, je galérais énormément, parce que je consultais énormément de documents, des liens internet, des liens intranet, des liens sur la gestion documentaire interne, des liens sur le réseau social interne, des liens sur tous les outils que la boîte me proposait. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, à chaque fois que je cherchais un truc, une information, j'avais quelques mots, je ne retrouvais jamais le document que j'avais vu. Eux, leur solution, c'était une recherche sur les 3 derniers mois de tous les documents que vous avez consultés à base de 2-3 mots que vous rentrez dedans. L'équipe n'a pas marché, ils ne se sont pas bien entendus, et voilà, il y a un truc qui n'a pas fonctionné, ils ont arrêté, et ça a été un échec. Sauf que, quelques semaines plus tard, Maurice, qui lidait ce projet, m'a rappelé, en me disant, écoute, ça faisait 6 mois que j'essayais de vendre un produit, j'ai repris tout ce que vous m'avez appris dans votre Make It Up, toute la façon dont j'ai présenté et construit Goldfish, et je l'ai réappliqué à mon produit. Et là, ça fait 3 semaines que j'en parle différemment, et j'ai déjà 2 clients. Donc je voulais te dire merci. Et en fait, tout ce que vous allez apprendre là-dedans, tout ce que vous allez apprendre, même dans un échec, va vous permettre d'être réappliqué ailleurs. Mais soyons clairs sur l'échec. L'échec, ça doit faire mal. Si ça fait pas mal, c'est que vous n'étiez pas assez impliqué, et du coup, vous n'apprenez pas assez. Mais un échec, c'est un rebondissement. Vous voyez ça comme un escalier. Vous marchez les mains dans les poches, vous montez l'escalier, vous tombez. Bah oui, fatalement, il ne faut pas monter les escaliers les mains dans les poches, vous faites mal. Vous n'allez pas rester sur cette marche et raconter à tout le monde « Hey, quand on monte les escaliers, il faut enlever les mains de ses poches, parce que moi, je l'ai fait et ça a été super dur. » Non, tout le monde s'en fout. Par contre, vous avez retenu ça, et il faut vite monter l'escalier pour continuer votre progression. Un échec, ça doit servir, mais ce n'est pas le moment pour en parler et en faire quelque chose de génial. Un point, je me suis aperçu en relisant mes slides ce matin, oups, pas assez répété, Nicolas, il faut que je suive tes cours. J'ai oublié la slide équipe, c'est très important l'équipe. Il y a un projet qu'on a accompagné qui s'appelle Call Tony. L'objectif de Call Tony, c'était de faciliter tout ce qui était service de CE et de conciergerie dans leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils avaient une cordonnerie, ils avaient un truc de repassage et ils avaient un autre service. Et tous les gens galéraient un petit peu à apporter, à chaque fois à avoir un autre interlocuteur. Quand ils appelaient, ils disaient non, c'est tel autre numéro, machin, machin. Donc ils décidaient d'inventer une app qui dissimulait tout ça et on rentrait juste le service qu'on voulait, l'heure à laquelle on voulait, le jour à laquelle on voulait le déposer, l'heure à laquelle on voulait le récupérer et le jour à laquelle on voulait le récupérer. C'est une équipe qui continue aujourd'hui. Il n'y en a aucun qui savait faire une app. Il n'y en a aucun qui s'y connaissait vraiment en conciergerie. Par contre, ils étaient tous les 3 hyper victimes de cette problématique et ils en avaient marre. Donc, ils se sont serrés les coudes et ils ont réussi à faire quelque chose. Contre-intuitivement, on peut croire que pour être très bon, il faut une équipe complémentaire. C'est faux, c'est pas le premier argument. Ce qui est le vrai déterminant là-dedans, c'est de trouver des coéquipiers qui sont engagés sur la même mission que vous, qui y croient, qui ont le même niveau d'engagement, surtout quand vous êtes salarié d'une entreprise et que c'est un side project, bah, il y a un niveau d'engagement à avoir et c'est coûteux, et qui, en plus, partagent un petit peu l'expérience que vous avez vécue. Et la complémentarité, si vous l'avez en plus, c'est génial, mais c'est pas ça qui détermine votre projet. Et quand vous faites un pitch, vous devez parler de votre équipe. Au début, au milieu, à la fin, peu importe, mettez-le dans une histoire construite, mais parlez de votre équipe. Et donc, ne dites pas les compétences de votre équipe, dites en quoi chaque membre de l'équipe fait que le projet est extraordinaire et va marcher. Voilà, je conclue là-dessus. Je vous rappelle un petit peu tout ce que je vous ai présenté. La seule chose que je voulais vous dire à la fin, c'est que sur toutes les personnes que j'ai accompagnées, à chaque fois, que ce soit pour des talks ou des Make It Up, à chaque fois, j'ai le même sentiment, le même impact, les mêmes frissons quand j'écoute ces gens-là. C'est que vous avez tous tellement ce potentiel en vous, tous pas pour réussir, parce que c'est dur, et vous allez, pour beaucoup d'entre vous, échouer, mais vous avez tous cette première base pour commencer. Et moi, je suis convaincu que ce trésor des entreprises qui est vous, qui est tout le potentiel que vous avez, ça peut changer votre vie professionnelle en vous épanouissant et en lançant quelque chose qui compte, et ça peut changer la vie de votre entreprise parce que vous pouvez apporter des nouveaux modèles ou une nouvelle vie interne à votre entreprise qui est plus appréciable. Voilà, je vous remercie. Et